C'est le naturaliste anglais Charles Darwin qui a découvert le principe de l'arbre de la vie. Toutes les espèces sont parentes à un certain degré. Nous sommes tous cousins. Avec les connaissances acquises depuis Darwin, les représentations de l'arbre de la vie se sont multipliées. Aujourd'hui, on peut explorer ces liens de parenté d'une manière saisissante. Du vivant de Darwin, le naturaliste allemand Ernest Haeckel a publié un arbre de la vie qui a longtemps fait référence. À la racine, les cellules sans noyau. Au sommet, trônant au milieu des animaux, l'homme. C'est la vision de l'époque. On dit que, du fond de sa retraite de Downhouse, dans le Kent, Darwin n'était pas d'accord avec son collègue. Pour sa part, il aurait donné à l'homme une place plus discrète, moins dominante. Quoi qu'il en soit, à cette époque, pour dresser des arbres de parenté, on se basait uniquement sur la physiologie et l'anatomie comparée. Pour les animaux, par exemple, on comparait les squelettes ou bien la forme des membres ou des organes. On examinait aussi les animaux éteints du passé, ceux dont on possédait des fossiles. Par ces méthodes, petit à petit, les naturalistes ont précisé et enrichi l'arbre de Haeckel. Au cours des années 1980, la biologie moléculaire a bouleversé la science des classifications. Des machines à analyser l'ADN sont apparues. Elles ont permis de construire de nouveaux arbres de la vie. Ils sont basés sur le principe selon lequel deux espèces ayant des séquences d'ADN très semblables doivent partager un ancêtre commun très proche. Il y a eu de belles surprises. Ainsi, on croyait que les baleines faisaient partie de la famille du porc, son plus proche cousin dans le vivant. Mais l'analyse de l'ADN a montré qu'en réalité, c'est l'hippopotame qui est le plus proche cousin des baleines. Il y a 55 millions d'années, ils ont partagé un ancêtre commun. Aujourd'hui, avec les superordinateurs et la bioinformatique, on croule sous l'information. On peut construire des milliers d'arbres différents, révélant chaque fois des détails nouveaux, souvent très discutés dans le milieu scientifique. Un des exemples concerne la nouvelle classification des mammifères actuels. Une équipe internationale a publié récemment à ce sujet des résultats fascinants. Ils ont choisi de représenter leur arbre par un cercle. Commençons par le début. Je suis ici sur un point il y a 166 millions d'années, alors que tous les mammifères avaient un ancêtre commun. La première branche à apparaître est celle des monotrèmes, des mammifères qui pondent des œufs. Aujourd'hui, il n'en reste que deux, l'ornithorynque et l'échnidé. La deuxième branche apparaît il y a 147 millions d'années. C'est le moment où les marsupiaux, les animaux qui portent leur bébé dans une poche ventrale, se séparent des placentaires, qui eux portent leurs petits dans un placenta. Les placentaires sont très diversifiés et ils incluent nos plus proches cousins. En marchant vers le bord du cercle, je reviens vers le temps présent. Tout récemment, il y a 100 000 ans, est apparu l'homme moderne, l'Homo sapiens. C'est nous. Mais si je recule dans le temps, je vais remonter l'histoire de notre famille. Ici, il y a 7 millions d'années, nos ancêtres se sont séparés des chimpanzés. Il y a 19 millions d'années, nouvel embranchement, celui des grands singes. Si je remonte beaucoup plus loin vers le centre, à 87 millions d'années, je me trouve au point d'origine de tous les primates. Autour de cette période, on retrouve le début des branches des autres grandes familles de mammifères. D'un côté se situent les rongeurs. Ils constituent le tiers de tous les mammifères. De l'autre côté, on découvre tous les animaux à sabots. Et leurs voisins immédiats, ce sont les carnivores. Mais ici, à moins 65 millions d'années, il y a une rupture, un vide représenté par cette ligne pointillée. Elle correspond à la disparition des dinosaures.
On pensait qu'après leur disparition, les mammifères les avaient rapidement remplacés. Mais ce nouvel arbre a révélé un trou de 10 millions d'années avant que cela se produise. Pourquoi? On ne le sait pas. Mais ce fait est assez intriguant pour susciter d'autres recherches de ce type, en génétique, mais aussi des fouilles de terrain en paléontologie. En un siècle et demi, l'idée d'un arbre unique de la vie reste valable, même si l'arbre est devenu beaucoup plus touffu et plus complexe que ce qu'on croyait. Rien pour déstabiliser Charles Darwin, qui prétendait qu'on avait à peine effleuré l'immensité du vivant.